Nous sommes le jeudi 12 septembre, bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur TV Fil 78, nouvelle édition du 7-8. L'actu, voici quelques-uns des titres que nous allons développer au cours de cette édition. Le syndicat FSU des Yvelines tire ses premiers bilans sur la rentrée 2013. Une rentrée qu'il juge plutôt décevante. Dans un contexte de réforme des rythmes scolaires, le syndicat appelle notamment à plus d'organisation et à une revalorisation du métier d'enseignant. Déconfiture du foie gras, des sirops, le château de Versailles se lance dans l'épicerie fine. Des produits seront bientôt commercialisés sous son nom et pas uniquement en France, une façon de diversifier les sources de revenus. Et puis, vous allez le voir, ces élus ruraux qui sont en colère. Ils étaient une trentaine mardi devant l'Assemblée à manifester contre le projet de la ministre Cécile Duflot d'obliger les communes de plus de 1500 habitants à avoir 25% de logements sociaux. De quoi défigurer le parc naturel de la Haute-Vallée de Chevreuse, selon son président, qui sera tout à l'heure en plateau avec nous. On débute, vous en avez l'habitude, par l'image du jour. La bergerie de Rambouillet qui lance son passeport annuel, 15 € pour les adultes, 10 € pour les 4-12 ans et un accès illimité pour aller se promener en famille. Autre avantage, les événements exceptionnels seront à moitié prix. La bergerie qui mise clairement sur la fidélisation de ses visiteurs, quelques 100 000 par an. La bergerie propose également les 28 et 29 septembre une rencontre agroécologique. Cette pratique qui vise à promouvoir la qualité sur la quantité et à prendre en compte dans le développement agricole la protection de l'environnement. Yann Arthus Bertrand est attendu le samedi. Conférence, table ronde, animation, aussi bien pour les familles que pour les professionnels. On quitte la bergerie pour faire le point sur la rentrée scolaire. Le syndicat enseignant FSU a décidé de dresser ce bilan entre rythme scolaire et recrutement. Quelles sont les difficultés qui subsistent? Yolène Torres et Patrick Jacques de Dixmude. Il qualifie la rentrée de décevante. 74 nouveaux postes ont été créés dans le département. C'est bien, mais trop peu pour le syndicat FSU. D'autant plus que la récente réforme des rythmes scolaires exige plus d'acteurs sur le terrain, mais aussi plus d'organisation. Des éléments pas assez pris en compte selon le syndicat. Il a observé les premières difficultés dans la commune de Trappes. Par exemple, mercredi dernier, la cantine centrale a été obligée de préparer en catastrophe 200 à 300 repas parce que le calibrage des repas n'avait pas été fait de façon satisfaisante le matin. Donc les derniers enfants mangeaient à 2 h de l'après-midi. On fait le même constat le soir au moment du départ des enfants où les parents ne savent plus où ils doivent aller, où certains enfants ne savent pas non plus où ils doivent aller et donc des ratés. Selon lui, pour le moment, les choses ne sont pas claires, ni dans la tête des enfants, ni dans celle des parents. Des horaires plus simples et homogènes seraient souhaitables pour les syndicats. Autre point noir soulevé, le manque de candidats au concours d'enseignants. Une réalité plus importante pour les mathématiques et la technologie. Résultat, l'Académie de Versailles manquerait d'enseignants et recruterait davantage de contractuels pour assurer les postes vacants. Je crois que la crise du recrutement, elle est liée à la difficulté du métier, mais surtout à la question salariale. Un professeur aujourd'hui débute avec un peu plus de 1600 € alors qu'il est recruté à Bac+4 ou 5. Une tendance qui ne se retrouve pas dans l'enseignement privé où les salaires sont plus élevés selon le secrétaire. Ces solutions, revaloriser le métier d'enseignant et donner une véritable formation aux nouvelles recrues. Une formation qui serait à la fois pratique mais aussi théorique. Autre point presse aujourd'hui, 12 septembre, celui du président de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, le socialiste Robert Cadalbert. Il a adressé ses priorités pour les prochains mois, à commencer par l'emploi jeune et puis également un coup d'accélérateur à l'économie. Catherine Zulato et Julien Leroy. La rentrée sera économique ou ne sera pas, c'était le maître mot de la conférence qu'a tenue ce jeudi le président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, Robert Cadalbert. Tout d'abord, 1000 emplois supplémentaires avec l'arrivée du nouveau siège social de Mercedes-France à Montigny-le-Bretonneux. La pose de la fameuse étoile emblème de la marque est fixée à la fin novembre. Toujours des emplois supplémentaires, cette fois du côté du Crédit Agricole. Une extension est prévue pour accueillir 1000 salariés en plus. La pose de la première pierre à Guyancourt qui lancera le chantier est fixée au 22 octobre.
Autre nouvelle, elle concerne le technocentre Renault à Guyancourt. Un projet de rapprochement des sites franciliens vers le pôle yvelinois est envisagé. Cela semble se confirmer. Des collaborateurs du site de Rueil-Malmaison devraient commencer à arriver. Enfin, la vente des terrains pour la création de l'école d'ingénieurs Estaca à Montigny a été signée à la fin du mois d'août. La pose du premier arbre, symbole là encore du lancement du chantier, est prévue le 15 novembre. Les jeunes, une priorité pour le président de l'agglomération qui s'est fixé un objectif très ambitieux, qu'aucun jeune saint-quentinois ne sorte du système scolaire sans un contrat. C'est une logique atteignable, estime-t-il. Tout le monde, ça veut dire d'abord le tissu économique de Saint-Quentin-en-Yvelines, avec des acteurs, le club FAS, qui effectivement travaillent dans l'insertion des jeunes dans l'entreprise. On fait en sorte que tous les contrats d'apprentissage puissent effectivement trouver des entreprises. On fait que les emplois d'avenir, que l'école de la deuxième chance, que Pôle emploi, tout le monde avec la Cité des métiers, sous l'égide importante de la mission locale, qui fait un excellent travail aujourd'hui, travaillent ensemble. Des bonnes nouvelles qui ne font pas oublier deux dossiers sociaux du moment. La cession de Reware, le centre informatique d'Areva à Guyancourt. Les syndicats sont très mobilisés sur la question. Et la restructuration du groupe EADS, implanté notamment à la Clé Saint-Pierre à Elancourt. On va continuer à parler de politique, mais aussi d'urbanisme avec l'invité de ce journal, Yves Vandeval. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du parc naturel de la Haute-Vallée de Chevreuse, conseiller général des Yvelines également. Vous faites partie de ces élus ruraux qui s'opposent au projet de remaniement de la loi SRU, de solidarité urbaine, proposé par la ministre Cécile Duflot. Dans le détail, les communes de plus de 1500 habitants et qui appartiennent à une communauté de communes de plus de 50 000 habitants vont être obligées d'avoir 25% de logements sociaux d'ici une dizaine d'années, d'ici 2025, sous peine forcément de fortes sanctions financières. Mardi, vous étiez devant l'Assemblée avec d'autres élus pour manifester et fait exprimer ce mécontentement. En quoi, aujourd'hui, ce texte vous pose problème ? Écoutez, c'est extrêmement simple. En fait, c'est une sorte de bavure législative, si je puis dire. L'obligation de construire des logements sociaux dans de toutes petites communes rurales ne correspond évidemment pas à la volonté réelle du législateur. C'est la combinaison de plusieurs textes de loi dans le temps, je ne peux pas rentrer dans les détails ici, qui fait que, effectivement, quelques communes rurales, comme Cernay-la-Ville par exemple, qui ont fait le choix d'entrer dans la communauté de communes de Rambouillet, se trouvent du jour au lendemain soumises à l'obligation de construire 25% de logements sociaux. Elles auraient choisi d'aller à Chevreuse, elles seraient allées à la communauté de communes des Étangs, elles ne seraient pas soumises à cette obligation. C'est donc, je dirais, une bavure législative, et ce que nous souhaitons, c'est que par voie d'amendement, et nous comptons sur les parlementaires yvelinois pour le faire, que par voie d'amendement, on corrige effectivement ce qui constitue une erreur dans la loi. Alors là, il y a quelques communes très précisément où cela pose problème. Vous avez cité Cernay par exemple, mais globalement, ce que vous craignez, c'est quoi ? Une urbanisation très forte dans un parc protégé ? Alors, en fait, on a deux questions. Il y a d'une part les communes qui sont directement concernées par cette mesure, qui sont une poignée. Pour ces communes, c'est dramatique. C'est un doublement de la population en une dizaine d'années. Alors que normalement, elles sont très éloignées du centre, c'est strictement contraire au SDRIF, au schéma directeur de la région Île-de-France, c'est évidemment contraire à la charte. Sans compter que construire massivement dans ces communes 25% de logements sociaux, c'est énorme. Il n'est pas certain que ça réponde réellement à des besoins. Ceci dit, il manque des logements aujourd'hui. Il manque des logements. Il y a de la place dans le parc naturel. Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Il y a beaucoup de place dans le parc naturel régional. La question, c'est de savoir si des gens voudront aller habiter très loin, sans moyens de transport et sans emploi à proximité. Et c'est bien ça le défi. Il y a effectivement une demande. Et le parc naturel régional s'emploie effectivement à développer des logements sociaux. Et c'est dans sa charte, mais c'est dans des proportions qui sont des proportions raisonnables. On vise 10%, c'est d'ailleurs conforme au schéma directeur de la région Île-de-France. La proportion de logements sociaux dans le parc naturel, dans votre parc régional de la Haute-Vallée de Chevreuse, est plus ou moins respectée aujourd'hui ? Non. Le parc accuse un retard. Effectivement, on n'est pas à 10% aujourd'hui, tout simplement parce que c'est lié aussi à l'histoire. Beaucoup de communes rurales du parc se sont développées sous forme de lotissement pavillonnaire dans les années 60-70. Voilà, c'est un fait historique.
Aujourd'hui, on nous dit c'est pas bien d'avoir construit des pavillons à l'époque tout le monde trouvait ça très bien. Bon voilà, il faut accepter, ça prend du temps, mais le parc s'y emploie. Mais pas dans des proportions. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez peur de voir ces logements sociaux? Est-ce que les élus de ces communes-là ont peur aussi de voir ces logements sociaux? Pas du tout. Le parc, depuis une dizaine d'années, nous avons des réalisations exemplaires. Et nous avons travaillé avec l'État pour densifier les lotissements pavillonnaires, pour mettre au point de nouvelles techniques qui sont très innovantes. Donc, si vous voulez, notre problème n'est pas qualitatif. On est d'accord pour accueillir des logements sociaux. Notre problème, dans ces communes-là, il est quantitatif. C'est une explosion de la population qui est ingérable pour les maires, dans la mesure où leurs équipements collectifs ne sont pas suffisants, où il n'y a pas de moyens de transport, il n'y a pas de transport en commun. C'est absurde. Vous parlez de bavure législative. Est-ce que vous avez rencontré la ministre Duflot, par exemple, pour écouter ce dossier? J'ai écrit à Madame Duflot, avec les maires d'ailleurs. Nous avons écrit au printemps et on a reçu une fin de non-recevoir assez brutale cet été, dont je dirais que j'ai l'impression que je ne suis pas certain que la ministre avait réellement regardé le dossier. Nous avons rendez-vous la semaine prochaine au cabinet du ministre de l'Environnement. J'espère que l'on aura une meilleure écoute et l'on pourra trouver une solution législative à un enjeu fort modeste. Parce qu'en réalité, on parle d'une poignée de villages. Donc, au total, le nombre de logements n'est pas considérable rapporté à l'échelle de l'Île-de-France. Mais si chaque commune se mobilise de la sorte pour cibler des points très précis, vous comprenez aussi que ça va forcément poser problème pour la réalisation de ces logements sociaux. Non. C'est peut-être la logique de la ministre. Non, si vous voulez, vous avez des communes importantes qui sont soumises à la loi SRU. Par exemple, vous avez le Mesnil-Saint-Denis est soumis à la loi SRU, Magny-les-Hameaux. Mais ils ont déjà dépassé le seuil, je crois. Vous avez également Saint-Rémy-les-Chevreuses qui y sont. Donc, par conséquent, si vous voulez, on sait gérer. C'est en cours. En revanche, si on veut de la cohérence, que l'on m'explique pourquoi il faut faire autant de logements sociaux à Cernay-la-Ville et que des communes posées sur une voie ferrée desservies par une gare comme les Essarts-le-Roi et le Perret ne sont pas soumises à cette obligation. Donc on est dans un système absurde et je vous dis c'est un angle mort de la législation. Ces communes, au lieu d'être à Rambouillet, elles seraient allées à Chevreuse, elles ne seraient pas soumises à l'obligation. Donc l'enjeu clairement, ça n'est pas la quantité de logements sociaux à faire sur l'ensemble du territoire du parc, c'est un angle mort de la loi. Le calendrier est très serré, il faudrait agir vite pour vous? Pour vous faire entendre, pour modifier le calendrier législatif. Non, on a quelques mois devant nous, puisqu'en fait, la loi Allure, le débat a commencé mardi, en première lecture à l'Assemblée, il doit repasser au Sénat, il reviendra devant l'Assemblée. Donc, a priori, je suppose que l'on a, selon le calendrier parlementaire habituel, quelques mois devant nous. Et on va citer aussi Jean-Frédéric Poisson, député de la 10e circonscription des Yvelines, du côté de Rambouillet, qui a prévu déjà de déposer de nombreux amendements pour obtenir justement gain de cause concernant la construction de ces logements sociaux. On va aussi profiter de votre présence sur ce plateau pour aborder un autre dossier vraiment politique. Valérie Pécresse, que vous connaissez bien, puisque vous êtes son suppléant pour l'Assemblée nationale, a publié aujourd'hui aux éditions Albin Michel « Voulez-vous vraiment sortir de la crise ?» Derrière ce titre, un inventaire des années de Nicolas Sarkozy. Elle a été ministre de l'Enseignement supérieur, du Budget, élue députée des Yvelines. Vous avez siégé à l'Assemblée lorsqu'elle était au gouvernement. Dans ce livre, elle écrit notamment « Nous avons manqué de courage et d'audace en parlant des choix pendant le quinquennat ». Est-ce que vous partagez son avis? Oui. On ne s'est pas concerté, mais je partage ce constat. J'avoue que sur certains dossiers, je regrette qu'on ne soit pas allé plus vite et plus loin. On a bien avancé sur certains dossiers comme l'enseignement supérieur et la recherche. Elle évoque par exemple le dossier de l'abrogation des 35 heures. Il aurait fallu le faire. Ou encore la suppression des postes dans l'éducation, il aurait fallu limiter. Ça a été fait de manière trop comptable, selon elle. Oui, la question de la suppression des postes dans la fonction publique, effectivement, mériterait d'être conduite avec beaucoup plus de discernement et non pas selon une méthode comptable. Non, le bilan, si vous voulez, on a réformé l'enseignement supérieur, je crois que c'était très positif. Vous avez également des lois qui sont très importantes pour stimuler la recherche, comme le crédit impôt recherche, qui est très efficace. En revanche, sur certaines réformes majeures, je suis souvent intervenu à l'Assemblée pour demander qu'on avance sur ces dossiers, en vain. Bon, c'est le sort d'un député. Effectivement, sur les 35 heures, sur la TVA sociale,
qui aurait permis d'améliorer considérablement la compétitivité de nos entreprises et qui aurait permis de créer de l'emploi, paradoxalement. Vous êtes satisfait aujourd'hui qu'une ancienne ministre, Valérie Pécresse, fasse le bilan de ce quinquennat? Est-ce qu'il fallait faire le bilan de ce quinquennat? Ça a été la question durant l'été. Tout le monde n'était pas d'accord au sein de l'UMP. Écoutez, je vais vous dire, c'est quand même pas vraiment le sujet. Le passé est le passé. Si c'est pour en tirer des enseignements pour l'avenir, en se disant ça c'est bien, il faut continuer, ça c'est mal, très bien. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est effectivement présenter un programme crédible aux Français, parce que la politique en a bien besoin. Autre député des Yvelines, Henri Guénaud, dans la 3e circonscription. Pour lui, Nicolas Sarkozy hante tous les esprits. Est-ce qu'il hante le vôtre à l'UMP? Est-ce que vous attendez le retour de Nicolas Sarkozy? Non, écoutez, moi, de ce point de vue-là, si vous voulez, il y aura des élections en temps et en heure. Je ne suis pas soumis à une quelconque influence. Je jugerai en temps et en heure et sur un programme. Et juste avant de vous laisser repartir, on va évoquer, alors on va se projeter un petit peu, ce sera du 2 au 4 octobre le congrès des parcs, ce sera organisé dans votre parc, le parc naturel de la Haute-Vallée de Chevreuse. Vous allez réunir l'ensemble des parcs régionaux. Quel est l'objectif? Écoutez, chaque année, les 48 parcs naturels régionaux de France se réunissent pour leur congrès annuel. C'est l'occasion de faire le point sur la situation. De ce point de vue-là, cette année, on a une grande inquiétude qui figure également d'ailleurs dans la loi en examen au Parlement. Jusqu'à maintenant, les chartes des parcs devaient être respectées, c'est-à-dire que tous les documents d'urbanisme devaient être conformes à la charte. Cette obligation est supprimée dans la loi actuelle et donc aujourd'hui, la Fédération des parcs se bat depuis des mois et également nous souhaitons des améliorations législatives sur ce point et ce sera l'un des points principaux du rendez-vous au ministère de l'Environnement lundi prochain. Et puis ensuite le congrès des parcs du 2 au 4 octobre. Merci Yvan Deval d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes donc opposé avec d'autres élus de ces communes rurales au projet de loi sur le logement, à ces modifications apportées par Cécile Duflot qui prévoit la réalisation des logements sociaux dans les communes de plus de 1500 habitants. Et de ce fait, forcément, les communes qui sont au sein du parc naturel seraient concernées pratiquement du jour au lendemain, une dizaine d'années pour réaliser ces logements sociaux. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. Merci. Le château de Versailles qui se lance dans l'épicerie fine. Une gamme de produits vient d'être dévoilée. Alors des fruits, des légumes, encore des bonbons et des confitures. Exemple de prix, 11,90 € pour un sirop de lavande à la vanille. Une licence qui doit permettre de diversifier les ressources de l'établissement. Le reportage d'Anthony Reich et de Patrick Jacques de Dixmude. Du sirop, de lavande, des nèfles ou encore des panais, autant d'aliments oubliés des cuisines que vous n'avez certainement jamais dégustés. Et pourtant, sous le règne de Louis XIV, ces produits étaient dans toutes les assiettes. Le château de Versailles lance sa gamme épicerie fine et veut leur redonner vie. Tous les nouveaux fruits et légumes que nous mangeons aujourd'hui ont été introduits à Versailles par Jean-Baptiste de la Quintigny. Des pratiques comme le foie gras ont été portées par Louis XIV. Le sucre, les bonbons, les sirops ont été développés sous le règne de Louis XIV. Cette gamme épicerie fine est également un moyen pour Versailles d'exporter son savoir-faire à travers le monde. Avec 75% de visiteurs étrangers, le château veut rayonner en dehors de nos frontières grâce à la gastronomie royale. Ça fait partie des atouts de la France, ça fait partie des points forts de la France. Et nous, à Versailles, puisqu'on est l'emblème de la France, eh bien on se doit aussi de savoir exporter la gastronomie. Exporter des produits qui, certains amateurs seront peut-être déçus, ne sont pas 100% versaillais mais sont bio et cultivés dans le sud-ouest de la France. Pour les déguster, il vous en coûtera en moyenne entre 7 et 15 € la pièce. Des confitures, des compotes et il existait déjà auparavant également des parfums. Quelles limites, jusqu'où peut-on décliner cette marque Château de Versailles? Quels sont les produits qui pour vous pourraient porter un tel label? Julien Leroy est allé vous poser la question à Versailles, forcément. Les produits laitiers. Oui, avec le parc du château, avec l'ancienne laiterie de la Reine, je crois qu'il y a une ferme, donc éventuellement des yaourts, fromage de chèvre, ce genre de choses. Et produits dérivés, effectivement, avec l'estampille du château de Versailles, ça pourrait être une idée, effectivement. Made in Versailles, moi je pense à les bénisteries, la maroquinerie, la passementerie, ce qu'ils faisaient dans le temps, quoi. Des produits qui sont fabriqués à Versailles, oui, comme la tradition où il y a des confitures, la charcuterie. J'en vois pas beaucoup d'autres. Des produits dont la France est bien réputée pour sa finition, des vêtements, des choses qui impliquent un savoir-faire français et particulièrement en termes de rayonnement.
On reste à Versailles et c'est un enfant de la ville qui est venu présenter son nouveau film. Le réalisateur Xavier de Lausanne était présent à la première projection au cinéma Le Roxane d'Enfants Valise. C'est un documentaire sur la scolarité difficile de ces adolescents migrants qui vivent en France avec beaucoup d'espoir. Véronique Iturbide a rencontré Xavier de Lausanne pour TV Fil. Il est aussi revenu sur ses débuts et une carrière débutée non pas derrière la caméra, mais derrière les fourneaux. Eh bien, à l'âge de 15 ans, j'avais deux choses qui m'intéressaient beaucoup, qui étaient la cuisine, plus particulièrement la pâtisserie, et le cinéma. Et en fait, je me suis engagé dans la cuisine. Enfin, j'ai fait une école hôtelière parce que ça me semblait plus pragmatique. Mais en rentrant à l'école hôtelière, j'ai toujours su que en fait, j'allais faire du cinéma. Alors, Enfants Valise, en fait, c'est ces enfants qui sont souvent tiraillés entre des parents qui sont à l'étranger et puis d'autres parents qui sont en France. Et donc, c'est souvent des enfants qui font la navette. Je suis ici, ça fait 2 mois. Je viens du Congo-Brazzaville. Ça, je peux rencontrer ça comme ça, c'est une longue histoire. Maman, allez au bled. La seule chose qui m'intéressait, c'était de découvrir ces personnages, découvrir ces jeunes qui arrivent en France et savoir un peu dans quel état d'esprit et à quoi ils se confrontaient. Je trouvais ça intéressant avant de se construire peut-être des avis sur la question de l'immigration, de savoir de qui on parle. Dans la vie, c'est pas tout facile. Pour que tu aies ce que tu veux, il faut que tu battes. Et ben c'est ça. C'est ça mon cas. Et vous retrouverez prochainement sur notre antenne l'intégralité de cette interview dans l'émission VIP. Du cinéma à la télévision, M6 poursuit la diffusion de son programme La meilleure boulangerie de France. Et le seul représentant des Yvelines, c'est un artisan de Houdan. Il a même déjà atteint la finale régionale. Le tournage des épreuves a déjà eu lieu. La diffusion est prévue ce vendredi en fin d'après-midi. Claire Cambier et Elodie Moine. Il est 8 heures. Jean-Luc est au fourneau depuis maintenant plus de 4 heures. Des horaires difficiles, mais ce travail le passionne depuis maintenant 30 ans. Sa boulangerie est située à Houdan, mais la renommée de Jean-Luc a largement dépassé les frontières de sa ville depuis le début de semaine. Lundi, on a pu le découvrir dans l'émission La meilleure boulangerie de France sur M6. Inscrit par des clients, il fait partie des 84 boulangers sélectionnés dans l'Hexagone. Je me suis retrouvé dans la sélection. Au début, j'y croyais pas trop, je me demandais ce qui se passait. Je pensais qu'il y avait plusieurs boulangers de ma ville. Et on m'a dit non, vous êtes le seul des Yvelines, donc waouh, la grosse pression. Parmi les épreuves, il a dû préparer des spécialités de la maison. Je vous présente la Nougatoum, c'est une brioche que j'ai fait pour l'émission. Donc c'est une brioche au nougat, avec des brisures de nougat, de l'abricot sec, moelleux pardon, et des noisettes torréfiées. Une brioche qu'il a créée lui-même. Face à 2 autres boulangers, il a su convaincre le jury. Prochaine étape, la finale Île-de-France diffusée ce vendredi à 17h35. Pour le moment, il savoure sa nouvelle notoriété. Des clients affluent de Paris ou encore de Chartres. Pour Jean-Luc, c'est aussi le moyen de créer de nouvelles vocations. Ça va faire découvrir notre métier parce qu'il a été beaucoup délaissé il y a une époque par les jeunes parce que c'est un métier difficile, il faut travailler le week-end, il faut travailler la nuit et tout, mais en même temps c'est un beau métier, quoi. Moi quand je me lève le matin, je suis heureux de travailler, quoi. Jean-Luc cherche d'ailleurs à grossir son équipe, l'appel est lancé. Victoire ou non lors de la finale, cet artisan continuera à réaliser ses gestes quotidiens avec plaisir. On passe des bacs à 6 kg et après la machine les divise pour faire une répartition des poids. Quand j'arrive du premier coup, je me sens surhumain. Un surhomme, peut-être pas, mais un passionné, oui. Et bonne chance à lui, forcément. Un mot de sport pour terminer ce journal du baseball. Les Cougars de Montigny, le Bretonneux, qui sont maintenant dos au mur. Ils disputent les play-offs de 2e division. En cas de défaite ce week-end, ils n'auront plus aucun espoir de monter. Anthony Reich. Après le froid de cet hiver et la longue interruption de l'été avant les play-offs, les organismes minimontains semblent usés. Mais à quelques jours d'une demi-finale retour décisive, Arnaud Faux, l'entraîneur des Cougars, préfère oublier la déception du match aller et va tout faire pour remobiliser ses joueurs.
Tout le monde est peut-être un petit peu fatigué, oui, mais une finale, ça vaut le coup, quoi. Donc les remotiver, on peut pas motiver quelqu'un qui ne l'est pas, mais je suis sûr qu'ils sont tous un petit peu motivés. Ce que je vais essayer de faire, c'est de rallumer la petite flamme qu'ils ont. Au match aller, cette petite flamme avait quitté les Inimontins. Manquant d'agressivité et de précision, ils se sont inclinés par 2 fois à Pessac. Les demi-finales de Division 2 se jouant au meilleur des 5 matchs, les Cougars ne doivent plus perdre pour espérer voir la finale. On est complètement de haut mur, mais voilà, il faut gagner 3 matchs. Tant que c'est pas fini, on est encore là. On a joué chez eux, on va jouer chez nous, à Montigny. On a quand même, j'allais dire tout, mais non, on a quelques points de notre côté quand même. La survie des Cougars passe d'abord par un premier match coup près ce samedi après-midi au stade Jean Maréchal, pour ne pas vivre une fin de saison cauchemardesque. Fin de cette édition du journal du 12 septembre. N'oubliez pas, dorénavant, l'actu, c'est également le vendredi. Je vous retrouve donc demain aux horaires habituels et puis sur Internet avec le Twitter et le Facebook de TV Fil 78. Bonne soirée.